Vous croyez que la famille est liée par le sang. Par ici, le sang ne fait que dicter qui vous saignera à blanc en premier. J'avais 19 ans quand ma belle-mère a regardé un étranger estropié et isolé des Hautes-Crêtes, et elle y a vu une porte de sortie. Elle m'a vendu pour 3 sacs de farine d'hiver, une charrue rouillée et la sécurité de sa propre fille. Elle pensait m'envoyer dans un enfer glacial. Elle ne savait pas que le diable silencieux là-haut sur cette montagne serait le seul à me traiter comme un être humain. La transaction a eu lieu un mardi, sous un ciel couleur de fer meurtri. Je me tenais sur le porche incliné de notre ferme de la vallée. Je serrais un sac en toile qui contenait tout ce que je possédais. 2 robes de coton délavées, une paire de bottes en cuir usé et le couteau à dépecer de mon défunt père, avec son manche en os. Ma belle-mère, Ruth, se tenait à quelques pas. Elle ne voulait pas me regarder. Ses yeux étaient entièrement fixés sur l'arrière du chariot, garé dans notre cour boueuse. Elle comptait les sacs de farine. 3 sacs, 150 livres de poussière blanche. C'était le taux de change exact pour 19 ans de ma vie. « C'est pour le mieux, Sarah », dit Ruth à la farine. Sa voix était plate, creusée par des années de vent de la vallée et de mauvaises récoltes. Au départ, il avait demandé Émiline. Il a dit qu'il avait besoin d'une jeune épouse. Mais Émiline est délicate. Elle a cette toux qui lui ronge la poitrine. Elle ne tiendrait pas 1 mois là-haut sur la crête. Emmeline, ma demi-sœur, se cachait derrière les rideaux en Vichy de la fenêtre de devant. Je pouvais voir le contour pâle de son visage. Elle n'était pas délicate. Elle était gâtée. Mais je n'ai rien dit. Ça ne servait à rien. Par ici, l'équité était un luxe que personne ne pouvait se permettre. J'ai regardé l'homme qui m'avait acheté. Hollis Croft était assis sur le siège de son chariot. C'était un homme imposant, aux larges épaules. Il était enveloppé dans un lourd manteau en peau de bison, qui le faisait ressembler à un morceau de la montagne elle-même. Une épaisse barbe noire masquait la moitié inférieure de son visage, mais ses yeux étaient visibles sous le bord de son chapeau mou. Ils étaient d'un gris pâle, délavés, comme de l'eau froide sur des galets de rivière. Il ne me regardait pas avec faim, ni fierté, ni même curiosité. Il me regardait comme un homme inspecte un cheval de trait, pour lequel il vient de dépenser sa dernière pièce. Il est descendu du chariot pour aider à charger la charrue rouillée que Ruth avait exigée. C'est là que je l'ai vu. Sa jambe droite ne pliait pas. Elle traînait. Il se déplaçait avec une lourde embardée rythmée. Son poids basculait entièrement sur son côté gauche, tandis qu'il balançait sa jambe droite raide vers l'avant. Le bruit sourd de sa botte lourde contre la terre battue était inégal. Bruit sourd, traînement. Bruit sourd, traînement. Dans la vallée, on disait qu'un pain lui était tombé dessus il y a 3 hivers. Il était resté coincé 2 jours avant qu'une équipe de trappeurs ne le trouve. Le médecin avait voulu la scier. Hollis avait sorti un revolver et lui avait dit de lui poser une attelle à la place. Il a hissé la charrue sur le plateau du chariot avec un grognement. Ses bras massifs compensaient le poids mort de sa moitié inférieure. Puis il s'est tourné vers moi. « Montez », a-t-il dit. Sa voix était comme du gravier qu'on broie dans une poêle. Je n'ai pas serré Ruth dans mes bras pour lui dire au revoir. Je n'ai pas fait de signe au fantôme de ma demi-sœur derrière la vitre. J'ai marché dans la boue jusqu'aux chevilles. Je suis monté sur le banc en bois dur du chariot et j'ai regardé droit devant moi. Le trajet jusqu'à la crête a duré 6 heures. L'air se raréfiait, mordant la peau exposée de mes joues. Les pins remplaçaient les chaînes tentaculaires de la vallée. Ils se dressaient comme des sentinelles sombres et silencieuses, encombrant le sentier défoncé. Hollis ne parlait pas. Il conduisait les chevaux de trait avec de légers claquements de langue. Ses mains massives reposaient tranquillement sur les rênes. Le silence n'était pas du genre inconfortable qu'on trouve dans les salons. Il était lourd et vaste, à l'image du paysage. J'étais assise à côté de lui, frissonnant dans mon mince manteau de laine, attendant que la peur s'installe. Mais elle n'est pas venue. À la place, un étrange engourdissement amer m'a envahi. J'étais une propriété maintenant. Un bouclier acheté et payé, pour qu'Emmeline n'ait pas à geler. « Vous avez froid ?» Le grondement soudain de sa voix m'a surprise. J'ai jeté un coup d'œil sur le côté. Il ne me regardait pas, ses yeux fixés sur le sentier sinueux devant nous. « Oui », ai-je dit. Inutile de mentir à l'homme qui me possédait. Il a tendu la main derrière le siège, attrapant à l'aveugle un paquet, avant de jeter une lourde couverture de laine sur mes genoux. Elle sentait la fumée de bois, le chien mouillé et la sueur de cheval. Je l'ai remonté jusqu'à mon menton. « Le sentier se termine dans 2 miles », a-t-il grogné. « Ça va devenir plus raide. Accrochez-vous. »
Il ne montait pas. Le chariot tanguait violemment, tandis que les chevaux plantaient leurs sabots dans la pente rocheuse. Le soleil a plongé derrière les pics déchiquetés, jetant le monde dans des ombres profondes et glaciales. Quand nous sommes arrivés à la clairière, j'étais couverte de bleu à force de rebondir sur le siège en bois. Mes dents claquaient de manière incontrôlable. Dans la pénombre, une structure est apparue. Ce n'était pas un ranch tentaculaire ou une grande ferme. C'était une cabane en rondin, robuste et trapue, construite directement à flanc de montagne, protégée par un bosquet dense de conifères. De la fumée s'échappait paresseusement d'une cheminée en pierre. Une petite grange se trouvait à 50 yards de là. Il n'y avait pas de clôture, pas de voisins. Juste la cabane, les arbres et le vent hurlant. C'était le bout du monde, et j'y étais piégé avec un inconnu. Hollis a arrêté le chariot près du porche. Il a serré le frein, enroulé les rênes autour de la poignée en fer et a commencé sa descente lente et douloureuse du siège. Bruit sourd. Traînement. Prenez votre sac. Entrez. La porte n'est pas verrouillée, a-t-il ordonné par-dessus son épaule, se dirigeant déjà vers l'arrière pour dételer l'attelage. Je suis descendu, mes jambes tremblant de froid et du long trajet. J'ai poussé la lourde porte en chêne et je suis entré dans ma nouvelle vie. La chaleur m'a frappé en premier. C'était glorieux. Un poêle en fonte se trouvait au centre de la pièce, rayonnant une chaleur profonde et pénétrante. La cabane était essentiellement une seule grande pièce. Une lourde table en bois avec 2 chaises se trouvait près d'un petit coin cuisine. Des étagères longeaient les murs, remplies de conserves, de viande séchée et de piles de bois de chauffage bien rangées. À gauche, il y avait un lit massif recouvert d'épaisses fourrures. À droite, séparé par une bâche en toile suspendue, se trouvait un espace plus petit. C'était spartiate, mais impeccablement propre. Pas de poussière, pas de désordre. L'odeur était vive et masculine, un mélange d'huile à fusil, de cuir traité et d'aiguilles de pin. Je me tenais au centre de la pièce, les jointures blanches à force de serrer les poignets de mon sac en toile. Mon cœur battait un rythme frénétique contre mes côtes. C'était le moment, la réalité sombre et terrifiante de ce que signifiait être acheté. J'ai attendu que la porte s'ouvre. J'ai attendu qu'il entre, qu'il verrouille le peine dormant et qu'il réclame ce pourquoi il avait payé. 3 sacs de farine. Puis la porte s'est ouverte. Une rafale de vent glacial est entrée avec lui. Hollis a traîné sa mauvaise jambe par-dessus le seuil, fermant fermement la porte derrière lui. Il a accroché son chapeau et son manteau de bison à une patère près de la porte. En dessous, il portait une épaisse chemise de flanelle et un lourd pantalon en denim maintenu par des bretelles. Il était plus trapu que je ne le pensais, les muscles noueux et épais après des années à compenser sa jambe abîmée. Il ne m'a pas regardé. Il est allé droit au poêle, a ouvert la grille en fer et a jeté 2 bûches de plus. Derrière la toile, a-t-il dit, en tisonnant le feu avec une tige de fer. C'est votre lit de camp. Je ne ronfle pas, mais le vent hurle fort ici. Vous vous y habituerez. J'ai cligné des yeux, figé sur le plancher. Mon lit de camp. Il a fait une pause, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. La lumière du feu a capté le gris de ses yeux. Vous êtes sourde? Non, ai-je réussi à dire d'une voix tendue. Je pensais... Hollis s'est redressé, s'appuyant lourdement sur sa jambe gauche. Il m'a dévisagé pendant un long et inconfortable moment. Il a observé ma posture rigide, mes jointures blanches, la terreur qui vibrait juste sous ma peau. Lentement, un son rauque et sans humour s'est échappé de sa poitrine. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que c'était un rire. « Vous pensiez que j'avais acheté une bouillotte humaine », a-t-il déclaré. Ce n'était pas une question. J'ai dégluti difficilement, refusant de détourner le regard. « Vous avez demandé une épouse à ma belle-mère. J'ai demandé une femme à la vallée », a-t-il corrigé, se tournant complètement vers moi. « L'hiver arrive dans 3 semaines. L'année dernière, la neige s'est accumulée jusqu'aux avant-toits. J'ai été piégé à l'intérieur pendant 1 mois. Si un manche de hache se brise, ou si je glisse sur la glace et me tords le bon genou, je meurs de froid ou de faim. Le premier des deux qui l'emporte. » Il a fait un geste vers sa jambe raide et appareillée. Je ne peux plus couper le bois, transporter l'eau, vérifier les pièges et conserver la viande assez vite tout seul. Je suis bien trop lent. Il a boité jusqu'à la lourde table en bois et a tiré une chaise. Il s'y est affaissé avec un lourd soupir qui ressemblait à un bâtiment s'installant sur ses fondations. « J'ai besoin de bras, Sarah », a-t-il dit, se frottant le visage avec une paume calleuse.
Je n'ai pas besoin d'une amante. J'ai besoin d'une partenaire qui peut soulever 50 livres de bois mouillé sans pleurer. Ruth a dit que vous aviez grandi en nettoyant les étables et en fendant des bûches avant la mort de votre père. Elle a dit que vous étiez solide. Elle a aussi dit qu'elle m'envoyait ici pour qu'Emmeline n'ait pas à geler. Ai-je rétorqué, l'amertume perçant enfin dans ma voix. Emmeline serait morte avant Noël, a dit Hollis sans détour. Elle est fragile. Cette montagne dévore les choses fragiles. Vous n'avez pas l'air fragile. Je suis resté là, la tension s'écoulant lentement de mes épaules. Elle a été remplacée par un épuisement soudain et profond. Je n'avais pas été acheté pour mon corps. J'avais été acheté pour mon dos. D'une manière tordue, c'était le plus grand soulagement de ma vie. Je sais fendre du bois, ai-je dit doucement. Bien. Hollis a grogné, délâchant sa botte gauche. Il n'a pas touché la droite. Le poêle est chaud. Il y a des haricots dans le garde-manger. Vous les cuisinez, vous les mangez. On commence demain à l'aube. Je me suis dirigé vers la cloison en toile et je l'ai tirée. Derrière, il y avait un lit de camp étroit, avec un cadre en corde, une couverture de laine propre et un oreiller en duvet d'oie. Une petite caisse en bois servait de table de nuit. C'était un petit espace clos. Mais en posant mon sac sur la caisse, une étrange sensation m'a envahi. C'était à moi. Pour la première fois depuis la mort de mon père, j'avais un espace qui n'était ni partagé, ni accordé à contre-cœur, ni menacé. Je suis retourné dans la pièce principale. Hollis était toujours assis à la table, massant les muscles épais de sa cuisse au-dessus de son genou abîmé. La grimace sur son visage était une agonie brute et sans défense. Il ne savait pas que je le regardais. À la seconde où il a entendu mon pas, son expression s'est refermée, redevenant de pierre. « Je vais préparer les haricots », ai-je dit. Nous avons mangé en silence. C'était le premier de nombreux repas silencieux, mais l'air dans la cabane avait changé. La peur avait disparu. Maintenant, il n'y avait que la montagne, la neige qui arrivait, et le travail. La montagne se fichait que j'ai 19 ans. Elle se fichait que je sois une femme. Elle exigeait du sang, et pendant les 2 semaines suivantes, je lui ai donné le mien sans compter. Hollis n'était pas un maître cruel, mais il était implacable. Il se réveillait avant le soleil. Le son de sa jambe raide traînant sur le plancher était mon réveil quotidien. Le temps que je réussisse à sortir de mon lit de camp, les muscles hurlant de protestation, il avait déjà le café qui bouillait et l'avoine sur le poêle. Ma première tâche était le tas de bois. L'hiver exigeait une montagne de combustible, et la pile à côté de la cabane n'était qu'à moitié terminée. Hollis avait transporté les énormes troncs de pin de la forêt avec les chevaux de trait. Il les avait coupés en rondins avec une scie passe-partout. C'était une tâche brutale où je tenais l'autre poignée, apprenant à pousser et tirer en rythme avec ces lourdes poussées déséquilibrées. Mais fendre les rondins était mon travail. Le 3e jour, mes mains se sont couvertes d'ampoules. Le 5e jour, les ampoules ont éclaté, laissant la chair rouge et vive exposée au vent glacial. Je les ai enveloppées dans des bandes de vieux tissus de coton et j'ai continué à balancer la hache. Je refusais d'arrêter. Chaque fois que j'avais envie de lâcher le lourd merlin en fer, je pensais au visage de Ruth. Je pensais aux 3 sacs de farine. Je ne les laisserai pas gagner. Je ne craquerai pas. J'étais en plein élan sur un morceau d'orme particulièrement noueux quand la tête de la hache a rebondi sur le bois. L'onde de choc a violemment secoué mes épaules. J'ai lâché le manche avec un sifflement de douleur aiguë, me serrant les avant-bras. « Vous balancez avec votre dos, pas avec vos jambes », a grondé une voix. Je me suis retourné brusquement. Hollis se tenait près du porche, s'appuyant lourdement sur une béquille en bois qu'il utilisait quand sa jambe passait une mauvaise journée. Il a descendu lentement les marches en boitant, traversant la terre gelée vers le billot. « Ça va ?» ai-je lancé sur la défensive. C'était juste un nœud. Il n'a pas discuté. Il a tendu la main et a ramassé le lourd merlin d'une seule main. « Regardez » a-t-il ordonné. Il a redressé les épaules, car sa jambe droite ne pouvait pas plier. Il a ajusté sa position, plantant son pied gauche en avant et tordant son torse. Il a levé la hache et au lieu d'abattre avec ses bras, il a laissé le poids de la tête de fer faire le travail. Il a légèrement baissé ses hanches du côté gauche au moment où la lame a touché le bois. Crac! L'orme noueux s'est fendu parfaitement au milieu. Les 2 moitiés sont tombées doucement dans la terre. Il m'a rendu la hache. Ses jointures ont frôlé mes paumes ensanglantées et bandées. Il a fait une pause, ses yeux pâles se posant sur mes bandages de fortune. Il n'a pas offert de pitié.
La pitié était inutile ici. Prenez les gants qui sont sur le tonneau dans la grange, a-t-il dit doucement. Ils sont grands pour vous, mais le cuir arrête le saignement. Et écartez plus les pieds. Laissez la gravité tirer l'acier. Il s'est retourné et s'est éloigné en titubant vers la grange. Bruit sourd, traînement. Bruit sourd, traînement. J'ai regardé son large dos jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'ombre de la porte. J'ai saisi la hache, j'ai élargi ma position, et j'ai laissé la gravité faire le travail. Le rondin suivant s'est fendu nettement. Nous avons trouvé un rythme. C'était un ballet de survie, dur et épuisant. Je nettoyais la petite grange, je nourrissais les chevaux, et je coupais le bois. Hollis vérifiait ses pièges, se traînant sur des miles à travers les broussailles escarpées pour ramener du lapin, du renard et parfois un cerf. Nous dépecions le gibier ensemble, nos mains couvertes de sang chaud, l'odeur métallique remplissant l'air vif de l'automne. La nuit, la cabane était silencieuse, à l'exception du crépitement du poêle à bois et du sifflement du vent dehors. Je m'asseyais à la table pour raccommoder nos vêtements sous la lumière dorée d'une lampe à huile. Hollis était assis en face de moi, affûtant sans cesse ses couteaux ou nettoyant son fusil. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous n'en avions pas besoin. J'apprenais à le lire. J'ai appris que quand il se frottait la mâchoire, une tempête approchait. J'ai appris qu'il prenait son café noir comme du goudron et qu'il détestait le goût des oignons sauvages, mais qu'il en mangeait quand même pour éviter le scorbut. Et lui, il m'apprenait. Il avait appris que je détestais le noir, alors il laissait une petite lanterne allumée sur la table près de ma cloison en toile jusqu'à ce que je m'endorme. Il a appris que j'aimais le gras de la viande de cerf, et il glissait discrètement sa part dans mon assiette en étain quand il pensait que je ne regardais pas. La glace entre nous ne s'est pas brisée. Elle a juste fondu lentement sous la chaleur rayonnante de la proximité. La première vraie fissure est apparue un mardi, exactement 1 mois après mon arrivée. Le ciel est devenu violet meurtri et la température a chuté de 20 degrés en 1 heure. Le premier blizzard de la saison était arrivé. J'étais à l'intérieur, en train de fermer les lourds volets en bois des fenêtres, quand la porte s'est ouverte violemment. Le vent hurlait comme un animal blessé, soufflant de la neige sur le plancher. Hollis est entré en titubant, couvert de blanc de la tête aux pieds. Mais quelque chose n'allait pas. Il ne traînait pas sa jambe. Il s'effondrait dessus. Il a heurté le sol durement, un grognement guttural et rauque s'échappant de sa gorge. La lourde porte s'est refermée derrière lui, poussée par le vent. J'ai lâché le loquet en fer du volet et j'ai couru vers lui. Hollis. Je suis tombé à genoux à côté de sa silhouette massive. Il se serrait la cuisse droite, son visage complètement vidé de sa couleur, sa poitrine se soulevant avec peine. L'a-t-elle, a-t-il articulé entre ses dents serrées, les yeux fermés de douleur. Le fer a cassé, ça a tordu le genou. J'ai baissé les yeux. Sous le denim épais de son pantalon, on voyait le contour de sa lourde attelle. Le mécanisme de l'articulation sur le côté s'était sectionné net. Il s'était probablement coincé dans les rochers, tordant violemment l'articulation raide et cicatrisée en dessous. Je dois l'enlever, ai-je dit, mes mains planant au-dessus de sa jambe, ne sachant pas où toucher. Dites-moi comment. La botte d'abord, a-t-il haleté, sa tête retombant sur le plancher de bois dur. J'ai attrapé sa lourde botte en cuir et j'ai tiré. Il a poussé un cri rauque et déchirant qui m'a terrifié plus que la tempête dehors. Mes mains tremblaient, mais j'ai serré les dents. « Je suis désolé », ai-je murmuré. « Je suis désolé, je dois tirer. » J'ai arraché la botte. Puis j'ai détaché les épaisses lanières de cuir qui maintenaient la cage de fer cassée à sa jambe. Quand j'ai enfin retiré le métal tordu, j'ai retroussé la jambe de son pantalon pour inspecter les dégâts. La peau sur son genou était une masse de vieilles cicatrices déchiquetées, la topographie violente de l'arbre qui avait failli le tuer. Mais maintenant, l'articulation était enflée, d'un violet et d'un rouge colérique, et elle irradiait de la chaleur. Le froid l'avait raidi, mais la rupture de l'attelle l'avait arraché de son alignement fusionné. J'ai levé les yeux vers son visage. Ses yeux gris pâles étaient maintenant ouverts, et me regardaient. Il attendait mon dégoût. Il attendait que je recule devant la chair mutilée, que je me détourne de l'homme estropié de la montagne qui m'avait acheté. Au lieu de ça, j'ai tendu la main. J'ai dénoué le châle de laine autour de mon cou, et je l'ai pressé contre le sol froid. Levez la tête, ai-je ordonné. Il a cligné des yeux, confus, mais a fait ce que je demandais. J'ai glissé le châle en boule sous sa tête comme un oreiller. Puis je me suis levé, je suis allé au poêle,
et j'ai pris une serviette propre et une bassine d'eau chaude. Je vais chauffer des pierres pour le gonflement, ai-je dit doucement en revenant m'agenouiller à côté de lui. J'ai trempé la serviette dans l'eau chaude. Je l'ai essorée et je l'ai délicatement posée sur son genou abîmé et douloureux. Hollis a laissé échapper un long souffle frémissant, la tension dans ses épaules massives se relâchant enfin. Il fixait le plafond, le vent hurlant contre les murs de la cabane. « Vous n'avez pas tressailli » a-t-il murmuré, sa voix à peine audible par-dessus la tempête. « J'ai déjà vu des choses cassées, Hollis, » ai-je dit en essorant à nouveau le tissu. Je ne l'ai pas regardé. J'ai juste gardé ma main stable sur sa peau cicatrisée. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inutiles. Pour la première fois depuis mon arrivée sur la montagne, il a tendu la main. Ses doigts épais et calleux ont doucement frôlé mes jointures meurtries et cicatrisées par les ampoules. C'était un contact fugace, à peine une seconde. Mais dans l'obscurité glaciale et isolée de la cabane, c'était comme une allumette craquant contre du bois sec. L'hiver était arrivé, mais nous allions y survivre. Le blizzard ne hurlait pas, il criait. Pendant 5 jours, le vent a battu les murs en rondins comme une chose vivante, essayant de s'introduire. La température a chuté si bas que l'humidité de notre souffle gelait à l'intérieur des vitres, transformant le verre en épais mur opaque de glace blanche. Nous étions ensevelis, et Hollis était entièrement à ma merci. La torsion de son genou avait provoqué une fièvre. Dès la 2e nuit, son corps lourd et robuste était trempé de sueur. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en halètement superficiel et crépitant. La vieille blessure, violemment perturbée par l'attelle cassée, irradiait une chaleur écœurante et anormale. Je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. J'ai fait bouillir des marmites de neige sur le poêle en fer, infusant de l'écorce de saule séchée de son garde-manger, pour en faire un thé amer et sombre. Je lui ai fait boire à la cuillère, lui essuyant le front avec un chiffon humide. Dans son délire, l'homme de la montagne, calme et stoïque, a disparu. Il marmonnait à propos de bois qui tombe. Il maudissait le poids écrasant. Il a appelé un chien que je n'avais jamais vu. J'étais assise à côté de lui, regardant la lumière du feu danser sur les profondes rides de son visage. J'aurais dû me sentir triomphante. L'homme qui me possédait était impuissant. J'aurais pu laisser le feu s'éteindre. J'aurais pu laisser la fièvre lui cuire le cerveau, prendre son fusil et tenter ma chance en descendant la montagne quand la neige se calmerait. Mais en regardant sa main massive et cicatrisée, agripper le bord de la couverture de laine, je n'ai ressenti aucune malice, seulement une douleur profonde et lourde. Nous étions 2 choses rejetées, enfermés dans une boîte en bois au bout du monde. Le 4e jour, sa fièvre est tombée. J'étais assise à la table, un lourd marteau à la main. Entre nous se trouvait l'attelle de jambes cassées. La lourde charnière en acier s'était cisaillée au niveau du rivet. J'avais passé les 3 dernières heures à chauffer le métal dans le ventre du poêle à bois, utilisant une paire de gants de forgeron en cuir épais pour le sortir, et à marteler le fer tordu pour lui redonner une vague apparence de ligne droite contre le fer plat que nous utilisions pour repasser les chemises. Clang, clang! Mes épaules me brûlaient. La suie couvrait mes mains et mon visage. Vous frappez de travers. La voix était rauque, cassante comme du bois sec. J'ai lâché le marteau et je me suis retourné. Hollis était réveillé. Il était pâle, ses yeux enfoncés dans des orbites sombres, mais la lueur vitreuse de la fièvre avait disparu. Il s'est appuyé sur un coude, grimaçant alors que le mouvement tirait sur sa mauvaise jambe. Il a regardé au-delà de moi, fixant le morceau de fer déformé sur la table. « Vous devez frapper bien droit », a-t-il râpé, toussant dans son poing. « Sinon, la goupille ne tiendra pas. Elle se cisaillera à nouveau dès que je mettrai du poids dessus. » Je l'ai regardé, la poitrine haletante à cause de l'effort. Un nœud d'épuisement et de soulagement s'est serré dans ma gorge. J'ai pris une tasse en étain remplie d'eau, je me suis approché du lit et je la lui ai tendue. « Buvez », ai-je ordonné. Il a regardé la tasse, puis mon visage. Il a vu la suie sur mes joues, les cernes sous mes yeux, et l'état brûlé et boursouflé de mes mains tenant la tasse. Lentement, il a tendu la main et a pris la tasse. Ses doigts tremblaient légèrement. Il l'a vidée en 3 longues gorgées. « Combien de temps » a-t-il demandé en me la rendant. « 4 jours, ai-je dit. Vous étiez brûlant. Le gonflement de votre genou a diminué, mais les ecchymoses sont profondes, noires et jaunes. » Il a laissé sa tête retomber sur l'oreiller, fixant les poutres en rondins. 4 jours de bois, 4 jours d'eau. Vous vous êtes occupé des chevaux. J'ai creusé une tranchée dans la neige jusqu'à la grange,
ai-je répondu en retournant à la table. J'ai repris le marteau. Ils sont nourris. Le bois est stocké. Le toit tient bon. Hollis m'observait depuis le lit. Le silence s'est étiré entre nous, épais et lourd, rivalisant avec le rugissement du vent dehors. « Vous auriez pu laisser le feu s'éteindre, Sarah, » a-t-il dit doucement. J'ai placé la charnière en fer sur le fer plat, alignant le trou pour le nouveau rivet. Je ne l'ai pas regardé. Je vous ai dit que j'avais déjà vu des choses cassées. Je ne les jette pas. J'ai levé le marteau et je l'ai abattu. Clang, bien droit, en plein centre. Apportez-la ici, a-t-il commandé doucement. J'ai apporté le fer refroidi et les lourdes lanières de cuir jusqu'au lit. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons travaillé ensemble. Ses mains massives, bien que tremblantes de faiblesse, guidaient les miennes. J'ai enfilé le gros fil de toile cirée dans l'aiguille à cuir, le tirant fermement à travers le cuir résistant pour fixer l'attelle fraîchement redressée. Nous étions assis à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir la sueur sur sa peau, l'odeur âcre de son savon, la réalité brute et masculine de sa personne. Quand le dernier point a été noué, je me suis reculé. L'attelle était laide. Elle était marquée par les coups de marteau et par des coutures épaisses et maladroites. Mais elle était entière. « Ça tiendra », a dit Hollis, passant un pouce sur le rivet en fer brut. Il a levé les yeux vers moi. « Merci. » C'était la première fois que quelqu'un me remerciait pour quoi que ce soit depuis des années. J'ai dégluti difficilement. J'ai hoché la tête et je me suis tourné pour vérifier les haricots sur le poêle. Je ne voulais pas qu'il voie mes yeux s'embuer. Ici, les larmes gelaient sur le visage. Le matin du 8e jour, le vent s'est arrêté. Le silence soudain était assourdissant. Il m'a réveillé d'un sommeil de plomb. J'ai jeté ma couverture de laine, j'ai écarté la cloison en toile et je me suis dirigé vers la fenêtre, en retirant le lourd volet en bois. Le monde était enseveli. La neige s'était accumulée à mi-hauteur de la vitre. Une étendue blanche, aveuglante et ininterrompue, qui s'étendait jusqu'à la lisière des arbres. Le ciel était d'un bleu perçant et sans nuages. C'était magnifique. C'était un cimetière. Je me suis retourné vers la pièce. Hollis était assis sur le bord de son lit. Il avait réussi à attacher l'attelle réparée à sa jambe. Il avait l'air épuisé. Son visage n'avait pas encore retrouvé toutes ses couleurs, mais sa mâchoire était serrée avec cette ligne têtue familière. Il a tendu la main vers sa béquille en bois. « Ne faites pas ça, ai-je dit sèchement. » Il s'est arrêté, levant les yeux vers moi sous ses sourcils épais. « L'attelle tient, mais votre genou est encore faible, ai-je dit, en me dirigeant vers le poêle pour remuer les braises mourantes. Si vous mettez tout votre poids dessus maintenant, et que vous glissez sur la glace dehors, on en revient au point de départ. Sauf que cette fois, je n'aurai plus d'écorce de saule pour faire baisser votre fièvre. La réserve de viande est dans la remise, a-t-il argumenté, sa voix un grondement bas et frustré. Le porc est presque fini. On a besoin des quartiers de venaison. Ils sont suspendus en hauteur. Vous ne pouvez pas les atteindre. Je monterai sur un seau, ai-je rétorqué. Hollis m'a regardé. Il détestait ça. Il détestait la vulnérabilité. C'était un homme qui avait survécu en ne faisant confiance qu'à ses 2 mains et à sa mauvaise jambe. Dépendre d'une fille de 19 ans de la vallée était une pilule amère. Mais il savait aussi que j'avais raison. Il a laissé échapper un lent soupir, reposant la béquille contre le mur. « Prenez la Winchester. » J'ai arrêté de remuer les cendres. « Quoi ?» Il a montré le lourd fusil posé sur les chevilles au-dessus de la porte. La tempête a tout poussé dans leur tanière. Maintenant que la tempête est passée, tous les prédateurs de cette crête se réveillent affamés. Des couguars, des loups. Vous ne marchez pas jusqu'à la remise sans elles. Je n'avais jamais tiré avec une arme de ma vie. Ruth ne le permettait pas. Elle disait que la poudre tachait les mains d'une femme. J'ai tiré une chaise, je suis monté dessus, et j'ai soulevé le lourd fusil de ses supports. Il était froid, la crosse en noyait lisse contre ma joue. Je l'ai apporté à la table. Hollis m'a fait signe de l'approcher. Il n'y a pas touché. Il m'a fait faire. Levier d'armement, a-t-il instruit, sa voix prenant une cadence calme et régulière. Tirez le levier vers le bas et vers l'avant, ça chambre la cartouche et arme le chien. J'ai lutté avec le mécanisme rigide, mais finalement, la lourde cartouche en laiton s'est enclenchée. Calez la crosse fermement contre votre épaule. Pas votre aisselle, la chair de votre épaule. Si vous laissez un espace, elle vous cassera la clavicule avec le recul. Il a tapoté le côté de sa propre large épaule. Alignez le guidon au centre du cran de mire en V. Quand vous voyez ce que vous voulez tuer juste au-dessus de ce guidon, vous ne tirez pas sur la détente, vous la pressez.
J'ai hoché la tête, agrippant le bois sombre. « Tirez pas sur des ombres, a-t-il ajouté, ses yeux gris se fixant sur les miens. Si un loup garde ses distances, laissez-le. Vous ne tirez que s'il se rapproche. Compris? Compris. Je me suis emmitouflé dans mon lourd manteau. J'ai enroulé une écharpe de laine autour de mon cou et j'ai enfilé mes épais gants de cuir. J'ai déverrouillé la lourde porte et j'ai poussé. Elle n'a pas bougé. La neige s'était accumulée contre elle. J'ai dû utiliser mon épaule, jetant mon poids contre le chêne jusqu'à ce que la congère cède, déversant une cascade de poudre blanche sur le plancher. Le froid a frappé mes poumons comme du verre avalé. Je suis sorti sur le porche. La neige m'arrivait aux cuisses par endroits. J'ai tenu la Winchester en hauteur contre ma poitrine et j'ai commencé la pénible marche vers la remise à viande, à 50 yards de là. Chaque pas était une bataille. L'éblouissement blanc me piquait les yeux. Le silence était si absolu que je pouvais entendre le sang battre dans mes propres oreilles. Je suis arrivé à la remise. J'ai ouvert la lourde porte, les gonds hurlant dans l'air gelé. À l'intérieur, il faisait sombre, et ça sentait le cuivre et la viande séchée. J'ai trouvé une caisse en bois. Je suis monté dessus et j'ai réussi à descendre un quartier de venaison congelé, que j'ai enveloppé dans un sac en toile. J'ai jeté le lourd sac sur mon épaule et je suis ressorti dans la lumière aveuglante. C'est là que je les ai vus, 3 d'entre eux. Des coyotes, mais pas du genre petit et craintif de la vallée. C'étaient des coyotes des montagnes, à la fourrure épaisse, aux côtes creuses et désespérées. Ils se tenaient entre moi et la cabane, leurs yeux jaunes fixés sur le sac en toile, d'où s'échappait une faible odeur de vieux sang. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Je me suis figé. Le coyote de tête a fait un pas en avant, la tête basse, un grondement sourd vibrant dans sa gorge. S'il se rapproche. J'ai lâché le sac de venaison. J'ai épaulé le lourd fusil, calant la crosse fermement contre mon épaule, exactement comme Hollis l'avait dit. Mes mains tremblaient. Le lourd canon vacillait. Clac, clac. Le son du levier d'armement résonnant contre les arbres a fait sursauter les animaux. Mais ils n'ont pas fui. Ils avaient trop faim. Le chef a fait 2 autres pas rapides et prédateurs vers moi. J'ai aligné le guidon. Il tremblait sauvagement. J'ai pris une profonde inspiration glaciale, je l'ai retenu et j'ai centré le guidon sur la large poitrine du coyote. J'ai pressé. L'explosion a été assourdissante. Le recul m'a frappé à l'épaule comme un coup de sabot de mule, me projetant en arrière dans la neige profonde. Un nuage de fumée blanche et âcre a rempli l'air. Mes oreilles bourdonnaient violemment. Je me suis mise à genoux en hâte, réarmant le levier, éjectant une douille en laiton sur la neige. À travers la fumée qui se dissipait, j'ai vu le coyote de tête se débattre dans la neige, une tache rouge sombre s'étendant rapidement sur la croûte blanche. Les 2 autres étaient déjà partis, fuyant vers la lisière sombre des bois. Je suis resté à genoux, respirant fort, le fusil pointé sur l'animal mourant, jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Sarah. J'ai tourné la tête brusquement. Hollis se tenait sur le porche. Il ne portait pas de manteau, seulement sa chemise de flanelle et ses bretelles. Il s'appuyait entièrement sur sa jambe gauche, sa béquille en bois fermement serrée dans une main, son lourd revolver dans l'autre. Sa poitrine se soulevait, ses yeux étaient écarquillés, avec une panique frénétique et terrifiante que je n'avais jamais vue en lui. Il avait entendu le coup de feu. Il était sorti dans l'air glacial, estropié et presque sans armes, prêt à se traîner dans la neige jusqu'aux cuisses pour moi. Je me suis levé, époussetant la neige de mon manteau. J'ai ramassé le sac de venaison d'une main, le fusil de l'autre. Je l'ai eu, ai-je crié en retour, ma voix remarquablement stable. J'ai la viande. Je suis retourné péniblement à la cabane. Quand j'ai atteint le porche, Hollis n'a pas dit un mot. Il a regardé le coyote mort au loin, puis m'a regardé. Il s'est écarté pour me laisser passer. En passant à côté de lui, j'ai vu sa main trembler. Ce n'était pas le froid. Cette nuit-là, la cabane était étouffante de chaleur. Nous avions fait rôtir une épaisse tranche de venaison, la graisse grésillant et crépitant dans la poêle en fonte, remplissant la pièce d'une odeur riche et lourde. Nous avons mangé en silence, mais ce n'était pas le silence vide et transactionnel de ma première semaine. C'était un silence lourd et chargé. Chaque fois que je levais les yeux de mon assiette en éteint, Hollis me regardait déjà. Ses yeux gris pâles contenaient un poids que je ne pouvais pas déchiffrer. Quand nous avons fini, je me suis levé pour débarrasser les assiettes. J'ai attrapé la sienne. Sa main a jailli, ses doigts épais s'enroulant doucement mais fermement autour de mon poignet. Je me suis arrêté. Je n'ai pas retiré ma main.
Son pouce a frôlé le point de pulsation de mon poignet. Il battait la chamade. « Vous n'avez pas tressailli aujourd'hui », a-t-il dit, sa voix un bourdonnement bas et rauque dans la pièce silencieuse. Quand vous avez appuyé sur la détente, vous n'avez pas hésité. J'étais terrifié, ai-je admis, en regardant sa main qui tenait la mienne. Elle était cicatrisée, calleuse, sentant l'huile à fusil et la résine de pin. C'était la chose la plus sûre que j'ai jamais ressentie. « La peur vous maintient en vie », a-t-il murmuré, relâchant enfin mon poignet. Il s'est adossé à sa chaise, passant une main dans son épaisse barbe noire. « La stupidité vous fait tuer. Vous n'êtes pas stupide, Sarah. » Il a détourné le regard, fixant la grille orangeoyante du poêle à bois. Quand je suis descendu dans la vallée, je ne voulais pas d'une femme. Je ne voulais pas d'une épouse. Je me suis rassise lentement. Vous aviez besoin de bras. Je me suis dit que j'avais besoin de bras, a-t-il corrigé, sa voix tombant à un quasi-murmure. Je me suis dit que j'étais pratique, que ma jambe était inutile et que j'avais besoin de main-d'œuvre. Mais il y a des hommes dans la vallée que j'aurais pu engager pour la moitié du prix de cette farine. J'ai froncé les sourcils, confuse. Alors pourquoi? Il a tourné son regard vers moi. Il était perçant, dépouillant toutes les défenses que j'avais construites depuis la mort de mon père. Parce que je devenais fou, Sarah, a-t-il avoué, l'honnêteté brute de l'aveu pesant lourdement dans l'air. 3 ans ici, à écouter mes propres bottes traîner sur le sol, à parler aux chevaux, à me réveiller dans le noir en me demandant si le jour où l'arbre m'est tombé dessus n'était pas le jour où je suis réellement mort. Et que ceci n'était que l'enfer. Il s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur la table. Je suis allé à la ferme de votre belle-mère pour acheter des graines. J'ai vu votre demi-sœur à la fenêtre. J'ai vu la façon dont Ruth la regardait, comme un trophée. Et puis je vous ai vu. J'ai retenu mon souffle. Vous m'avez vu fendre du bois. J'ai vu vos yeux, a corrigé Hollis. Vous étiez debout dans la boue, tenant une hache, regardant la maison comme si vous étiez piégé dans une cage. Vous aviez les yeux d'une louve acculée, d'une survivante. Je ne vous ai pas acheté pour sauver votre sœur, Sarah. Je vous ai acheté parce que je vous ai regardé. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai eu l'impression que quelqu'un d'autre comprenait ce que c'était que d'être rongé par le monde. La pièce était parfaitement immobile. Le vent était complètement tombé, ne laissant que le crépitement du feu. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. « Je suis désolé. Je vous ai entraîné dans ma cage juste pour ne pas avoir à y mourir seul. Une boule s'est formée dans ma gorge, épaisse et dure. J'ai pensé à la vallée. J'ai pensé au ricanement froid et méprisant, aux corvées sans fin pour une famille qui me considérait comme un fardeau. J'ai regardé autour de la cabane chaude et robuste. J'ai regardé la lourde attelle en fer que nous avions réparée ensemble. J'ai regardé l'homme qui avait boité dans la neige, prêt à combattre une meute de coyotes affamés, avec une mauvaise jambe et un pistolet, juste pour me protéger. Je me suis levé. Je ne suis pas allé de mon côté de la pièce. J'ai dépassé la table, le poêle à bois, et je me suis arrêté devant l'épaisse bâche en toile suspendue à la poutre. La cloison, le mur qu'il avait construit pour me donner une illusion de sécurité. J'ai tendu la main, j'ai saisi le lourd nœud de corde qui la tenait au crochet en fer, et j'ai tiré. Le nœud a cédé. La lourde toile est tombée sur le plancher en un tas froissé, exposant mon étroit lit de camp. Hollis s'est levé lentement. Il s'appuyait lourdement sur sa jambe gauche, ses yeux suivant la toile tombée, puis se posant sur mon visage. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme saccadé. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », a-t-il dit, sa voix tendue, rauque d'une émotion qu'il essayait désespérément de contenir. « Je n'ai pas acheté une bouillotte humaine. Je sais, ai-je dit. J'ai comblé la distance entre nous. Je me tenais à quelques centimètres de sa poitrine. J'ai dû incliner la tête en arrière pour le regarder dans les yeux. Vous avez acheté une partenaire. Et les partenaires ne dorment pas avec un mur entre eux quand il fait moins 10 degrés dehors. J'ai tendu la main, posant ma paume à plat contre sa poitrine. Je pouvais sentir son cœur martelé contre ses côtes, frénétique et sauvage sous l'épaisse flanelle. Il n'était pas un prédateur. C'était un homme qui avait oublié ce que c'était que d'être touché sans pitié. Lentement, avec hésitation, il a levé les mains. Il ne m'a pas saisi. Il a posé ses grandes paumes rugueuses sur mon visage, berçant ma mâchoire comme si j'étais faite de verre filé. Ses pouces ont doucement caressé mes pommettes. « Sarah », a-t-il soufflé mon nom, sonnant comme une prière sur ses lèvres. « Je ne suis plus une louve acculée, Hollis », ai-je murmuré, en me rapprochant, laissant la chaleur de sa silhouette massive chasser le froid persistant de la neige. « Je suis exactement là où je suis censé être. » Il a fermé les yeux,
un frisson parcourant ses épaules massives, et a abaissé sa bouche sur la mienne. Ce ne fut pas une collision désespérée et affamée. C'était lent, c'était lourd. Ça avait le goût du café, de la fumée de bois et d'un profond soulagement viscéral. Ses lèvres étaient gercées, sa barbe grattant doucement mon menton, mais c'était la chose la plus douce que j'ai jamais connue. J'ai enroulé mes bras autour de sa taille, le tenant, ancrant son poids déséquilibré contre le mien. La neige nous avait piégés sur la montagne. Mais pour la première fois en 19 ans, j'étais enfin libre. Le printemps n'est pas arrivé sur la montagne avec des brises douces et des fleurs sauvages en éclosion. Il est venu avec le craquement violent et assourdissant de la glace qui se brisait. Le grand dégel a commencé fin avril. Les énormes congères qui avaient enseveli la cabane pendant des mois ont commencé à s'affaisser et à pourrir, transformant le monde blanc immaculé en un paysage dangereux de boue glacée, de roches exposées et de ruissellements torrentiels. Les avant-toits de la cabane goûtaient sans relâche, un tambourinage constant qui marquait la fin de notre isolement. À l'intérieur, la lourde bâche en toile restait pliée dans le coin. La dynamique entre Hollis et moi avait changé, s'installant dans un courant profond et inébranlable. Il n'y a pas eu de grande déclaration d'amour, il n'y a pas eu de promesse d'un avenir de conte de fées. L'amour, ici, n'était pas un poème. C'était Hollis se réveillant 1 heure plus tôt pour chauffer l'eau afin que mes mains ne me fassent pas mal en lavant les gamelles du petit déjeuner. C'était le poids lourd et possessif de son bras drapé sur ma taille au milieu de la nuit, manquant aux fourrures. C'était la façon dont il me regardait de l'autre côté du billot, ne voyant plus une fille qu'il avait achetée, mais la femme qui soutenait l'autre moitié de son monde. Sa jambe avait guéri du mieux qu'une chose abîmée pouvait le faire. L'attelle en fer, laide et grossière avec mes marques de marteau, tenait bon. Il traînait toujours le membre, bruit sourd, traînement. Mais la profonde humiliation qui accompagnait chacun de ses pas s'était évaporée. Il se déplaçait avec une efficacité brutale et sans complexe, et je me déplaçais avec lui. Nous étions en train d'enlever les manteaux d'hiver des peaux qu'il avait piégés quand l'avertissement est venu. Les chevaux dans la grange ont hurlé en premier, puis le bruit sourd et rythmé de la boue et des sabots a résonné sur la crête. Hollis a arrêté de trancher. Il a essuyé son couteau ensanglanté sur un sac en toile de jute et s'est levé, sa silhouette massive instantanément rigide. Il n'a pas dit un mot. Il a juste tourné la tête, ses yeux gris pâles fixés sur le sentier qui descendait dans la vallée. J'ai essuyé mes propres mains et je me suis avancé sur le porche à côté de lui. 3 cavaliers ont émergé de la lisière dense et dégoulinante des arbres. C'étaient des hommes de la vallée. On le voyait à la coupe de leur manteau et au cuir fin et peu pratique de leur selle. L'homme en tête portait un chapeau melon qui semblait absurde dans le décor des pics déchiquetés. Je l'ai reconnu immédiatement. Judson Wade. Il possédait l'abattoir en bas dans le bassin, un homme qui avait bâti sa fortune en saignant à blanc les fermiers en faillite et en achetant leurs terres pour une bouchée de pain. Derrière Wade chevauchaient 2 hommes imposants avec des étoiles en étain épinglées à leur cache-poussière, des shérifs adjoints payés par l'argent de Wade. Et derrière eux, montant en Amazone sur une jument au dos encellé, se trouvait ma belle-mère. Ruth avait l'air plus âgée. L'hiver avait creusé ses joues, et son manteau de laine était élimé. Elle a regardé la cabane, puis les peaux suspendues aux avant-toits, et enfin moi. Ses yeux se sont écarquillés, une lueur de choc véritable traversant son visage. Elle s'attendait à trouver un cadavre ou un animal brisé et maltraité. Au lieu de cela, elle a trouvé une femme debout, épaule contre épaule avec un géant, un couteau à dépecer tenu lâchement dans sa main. Wade a arrêté son énorme hongre rouant au bord de la clairière, la boue aspirant les sabots du cheval. Il a regardé Hollis avec un mince sourire graisseux. « Croft », a dit Wade, sa voix portant facilement par-dessus le goutte-à-goutte de la neige fondue. « Sacrée montée. Je ne pensais pas que votre mauvaise jambe vous laisserait survivre à l'hiver ici. La montagne ne vous a pas demandé votre avis, Wade », a grondé Hollis. Sa voix était plate, dénuée de peur ou de chaleur. « Dites ce que vous voulez, puis faites demi-tour à vos bêtes. » Wade a gloussé, posant ses mains sur le pommeau de sa selle. « J'ai acheté la vallée Croft, tout ce qui se trouve au sud de la rivière. Le chemin de fer arrive l'année prochaine. Ils ont besoin de bois pour les traverses. Beaucoup de bois. Ils ont jeté leur dévolu sur cette crête. Cette crête n'est pas à vendre, a dit Hollis. Je sais, a répondu Wade doucement. C'est pourquoi j'ai amené la veuve.
Il a fait un signe de tête vers Ruth. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Elle fixait le bout boueux des bottes de Hollis. « Vous voyez, j'ai acheté la ferme de Ruth le mois dernier, a continué Wade, son ton dégoulinant d'une fausse sympathie. La pauvre femme était affamée. Pendant l'expertise, elle a avoué un terrible péché. Elle a dit qu'un homme des montagnes dérangé l'avait forcée à échanger sa belle-fille contre 3 sacs de farine. Elle a dit qu'il avait menacé de brûler sa maison si elle ne lui livrait pas la fille. Un nœud froid et venimeux s'est serré dans mon estomac. J'ai regardé Ruth. Elle tremblait, agrippant les rênes de sa jument. Elle m'avait vendu pour sauver sa peau, et maintenant elle mentait pour la sauver à nouveau. « L'esclavage est illégal, Croft », a dit Wade, son sourire disparaissant, remplacé par un regard dur et prédateur. Tout comme l'enlèvement. La loi dit que je peux vous pendre à ce pain juste là. Mais je suis un homme raisonnable. Vous signez l'acte de propriété de cette crête à ma société. Vous rendez la fille à sa mère, et je vous laisse vous éloigner en boitant dans le territoire. Vous gardez votre vie. Je garde le bois. Hollis n'a pas bronché. Il n'a pas regardé Wade. Il a lentement tourné la tête et m'a regardé. « Tu veux retourner dans la vallée, Sarah ?» a-t-il demandé doucement. J'ai regardé le visage suffisant de Wade. J'ai regardé les adjoints avec leurs mains posées sur leurs revolvers dans leurs étuis. Et puis j'ai regardé Ruth. Je préférerais manger de la terre, ai-je dit. Le visage de Wade s'est assombri. Il n'était pas habitué au défi, surtout de la part de femmes qu'il considérait comme sa propriété. Il a éperonné son cheval pour avancer de quelques pas, se rapprochant du porche. L'animal a reniflé, secouant sa lourde tête. « Tu n'as pas le choix, ma fille », a claqué Wade, abandonnant la façade polie. « Tu as 19 ans, tu n'es pas mariée. Ta belle-mère est ta tutrice légale, et elle te ramène. Prends tes affaires, c'est ma femme », a déclaré Hollis. Les mots ont frappé la clairière comme un coup physique. Les adjoints se sont agités mal à l'aise sur leur selle. Ruth a eu un hoquet, une main volant à sa bouche. Des sornettes, a craché Wade. Il n'y a pas de prêtre à moins de 50 miles de ce rocher. Vous ne l'avez pas épousé. Vous l'avez acheté comme un cheval de trait. Je lui ai acheté sa liberté d'une femme qui ne voulait pas d'elle, a corrigé Hollis, sa voix baissant d'un octave, prenant le bourdonnement vibrant et dangereux d'un prédateur territorial. Ce que nous avons fait après, c'est entre elle, moi et Dieu. Et ni vous ni Dieu n'avez le cran de la prendre de ce porche. Les yeux de Wade se sont rétrécis en fente. Il a réalisé que les mots ne gagneraient pas cette bataille. Il a regardé la jambe raide de Hollis, l'attelle en fer grossière attachée sur le dénime. Il a calculé les chances. Un homme estropié et une jeune fille. 3 hommes armés. C'était un calcul de la vallée. Ici, les mathématiques ne fonctionnaient pas de la même manière. Prenez-le, a aboyé Wade à ses adjoints. S'il résiste, tirez-lui dans la bonne jambe. Les 2 adjoints sont descendus de leur selle. Ils ont atterri dans la boue avec des bruits sourds, leurs éperons cliquetant. Ils ont sorti leurs revolvers, gardant les canons pointés vaguement sur la poitrine de Hollis. Ils marchaient avec l'arrogance d'hommes qui savaient que leurs insignes les protégeaient des conséquences. « Ne faites pas ça », a prévenu Hollis. Il n'a pas cherché d'armes. Il est juste resté là, ses mains massives pendantes à ses côtés. L'adjoint de gauche, un homme grand et décharné au visage grêlé, a ricané. Il a monté sur la première marche du porche, tendant la main gauche pour saisir Hollis par sa chemise de flanelle. C'est arrivé si vite que l'œil pouvait à peine le suivre. Hollis n'a pas reculé. Il s'est jeté en avant. Il a laissé tomber son poids sur sa bonne jambe gauche, ignorant complètement la mauvaise droite. Sa main gauche massive a jailli, saisissant le poignet tendu de l'adjoint. Il l'a tordu violemment vers l'extérieur, avec un craquement écœurant d'os qui se brise. Alors que l'homme hurlait, laissant tomber son revolver, Hollis a levé son poing droit dans un arc brutal et écrasant, attrapant l'adjoint en plein dans la mâchoire. L'homme a volé en arrière du porche, atterrissant le visage le premier dans la boue glacée. Il n'a pas bougé. Le deuxième adjoint a paniqué. Il a levé son revolver, armant le chien pour tirer à bout portant sur Hollis. Clic-clac. Le son sec, lourd et métallique d'un fusil à levier d'armement a brisé le chaos. Tout le monde s'est figé. Je me tenais à 3 pieds à droite de Hollis. La lourde crosse en noyer de la Winchester était fermement calée contre la chair de mon épaule. Ma main gauche agrippait le canon, mon doigt droit reposant légèrement sur la détente. Le guidon en fer était parfaitement centré sur l'arête du nez de l'adjoint debout. Mes mains ne tremblaient pas. « Lâchez-le », ai-je dit.
Ma voix ne semblait pas être la mienne. Elle était entièrement dépouillée de peur, plate et froide comme le vent de la montagne. L'adjoint a dégluti difficilement, ses yeux passant du trou noir du canon du fusil à mon visage. Il a vu exactement ce que Hollis avait vu des mois auparavant, une louve acculée. Il a lentement desserré ses doigts. Son revolver a heurté les planches du porche avec un bruit sourd. Espèce de petite traînée de la vallée, a sifflé Wade, son cheval dansant nerveusement sous lui. Il a glissé la main à l'intérieur de son lourd cache-poussière en laine, sa main se dirigeant vers l'étui d'épaule attaché sur sa poitrine. « Judson !» a crié Ruth, sa voix se brisant de terreur. J'ai déplacé ma visée. Le guidon a quitté l'adjoint et s'est posé carrément au centre de la poitrine de Wade. « Sortez-le !» l'ai-je défié, mon cœur battant un rythme lent et lourd contre mes côtes. « Sortez le pistolet, monsieur Wade. Voyons si un homme de la vallée saigne plus vite qu'un coyote des montagnes. » Wade s'est figé, la main à moitié dans son manteau. Il m'a regardé. Il a cherché le bluff. Il a cherché la fille tremblante qui frottait les planchers dans le bassin. Elle n'était pas là. La montagne l'avait consumée. Pendant 10 secondes angoissantes, le seul son était le goutte à goutte de la neige fondue et la respiration saccadée de l'homme qui saignait dans la boue. Lentement, Wade a sorti sa main vide de son manteau. Il a levé les 2 paumes en l'air. « Ce n'est pas fini, Croft », Wade a dit, son visage pâle de fureur et d'humiliation. « Vous ne pouvez pas tenir cette crête éternellement. Je reviendrai avec 20 hommes s'il le faut. Amenez-en 50, a grondé Hollis. Ça fera juste plus de viande pour les loups. » Wade a ordonné à l'adjoint conscient de traîner son partenaire blessé sur sa selle. Ils n'ont pas parlé en hissant l'homme gémissant sur le dos de son cheval. Ruth était assise sur sa jument, observant la scène avec des yeux grands et terrifiés. Elle avait joué sa dernière carte et avait perdu. Elle m'a regardé une dernière fois. « Sarah », a-t-elle murmuré, un appel désespéré et pathétique. « Emmeline est malade. Nous n'avons rien. Je n'ai pas baissé le fusil. J'ai regardé la femme qui avait échangé ma vie contre des produits de boulangerie. Je n'ai ressenti aucune colère. Je n'ai ressenti absolument rien du tout. Vous avez de la farine, ai-je dit. Allez faire du pain. Je les ai regardés s'éloigner. J'ai regardé jusqu'à ce que les formes sombres de leurs chevaux disparaissent dans les pins denses et dégoulinants, le son de leur retraite avalé par l'immensité de la crête. Ce n'est que lorsque le silence est revenu que j'ai baissé la Winchester. J'ai lentement désarmé le chien avec mon pouce et j'ai appuyé le lourd fusil contre le mur de la cabane. Mes genoux sont soudain devenus comme de l'eau. L'adrénaline s'est écoulée de mes veines, me laissant vide et tremblante. J'ai attrapé la rampe du porche, serrant le bois rugueux pour me tenir debout. Une main lourde et chaude a recouvert la mienne. Hollis se tenait à côté de moi. Il respirait lourdement, l'effort du combat pesant sur son corps meurtri. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas offert de réconfort vide. Il est simplement resté là, un mur inamovible entre moi et le monde d'en bas. « Ils ne reviendront pas », a dit Hollis, sa voix un faible grondement. « Wade est un lâche. Les lâches ne livrent pas des batailles qu'ils savent pouvoir perdre. Ils iront inspecter la crête voisine. » Je me suis tourné pour le regarder. Ses jointures étaient fendues et saignaient à cause du coup de poing. J'ai tendu la main, prenant sa main massive dans les miennes, inspectant les dégâts. « Je dois faire bouillir de l'eau », ai-je murmuré, ma voix se brisant enfin. « Pour votre main, ma main va bien », a-t-il dit doucement. Il a utilisé sa main non blessée pour tendre la main doucement, inclinant mon menton vers le haut, de sorte que j'ai été forcé de le regarder dans ses yeux gris pâles. La férocité qui était là quelques instants auparavant avait disparu. À sa place, il y avait une tendresse profonde et bouleversante. « Je pensais ce que j'ai dit », m'a dit Hollis, le gravier dans sa voix s'épaississant. « Je ne vous ai pas seulement acheté, Sarah. Vous me possédez. Vous possédez cette cabane. Vous possédez la terre sur laquelle elle se trouve. Je brûlerai toute la vallée jusqu'aux cendres avant de les laisser vous y ramener. » Des larmes, chaudes et rapides, ont finalement débordé de mes cils inférieurs. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin ou de peur, c'était la libération physique de 19 ans à me sentir non désirée, rejetée et petite. J'ai jeté mes bras autour de son cou épais, enfouissant mon visage dans le col de sa chemise de flanelle. Il m'a rattrapé. Il me rattrapait toujours. Il a enroulé ses bras massifs autour de mon dos, me soulevant légèrement du sol, prenant tout mon poids sur lui. Il a enfoui son visage dans mes cheveux, sa poitrine se soulevant alors qu'il me serrait fort contre l'air froid du printemps. « On a besoin d'un prêtre », ai-je marmonné contre sa poitrine, ma voix étouffée par la laine.
J'ai senti le grondement profond d'un rire vibrer dans ses côtes. L'été prochain, a-t-il promis, en m'embrassant le sommet de la tête. Quand le col sera dégagé, nous traverserons la ligne de partage des eaux jusqu'à la colonie. On le fera correctement. On lui fera écrire dans un livre pour qu'aucun homme de la vallée ne puisse jamais dire le contraire. Bien, ai-je murmuré. Nous sommes restés sur le porche pendant un long moment. L'homme estropié de la montagne et la fille échangés contre de la farine. Nous avons regardé la neige fondre, révélant la pierre dure et inflexible en dessous. C'était un monde dur. Il exigerait notre sueur, notre sang et notre travail sans fin. Les hivers seraient toujours brutaux et le travail ne finirait jamais. Mais alors que Hollis me reposait sur mes pieds, gardant un bras solidement enroulé autour de ma taille, j'ai regardé la vaste étendue sauvage de notre montagne. Je ne survivais plus. Je régnais. Que la vallée garde ses actes de propriété en papier et ses conforts doux et éphémères, qu'ils construisent leurs chemins de fer et leurs abattoirs. Ici, où l'air était rare et où le vent hurlait à travers les pins, nous avions forgé quelque chose de plus fort que le fer. Nous avions construit une vie à partir de choses rejetées. Et personne, jamais, n'allait nous l'enlever. Bruit sourd, traînement. Hollis s'est tourné, me tirant doucement vers la porte ouverte de la cabane. Le feu s'éteignait à l'intérieur. Nous avions du bois à couper. Merci d'avoir écouté les derniers chapitres de l'histoire de Sarah et Hollis. Si ce récit brutal de survie, de défis et d'amour forgé dans les conditions les plus rudes vous a captivé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les romances réalistes, où les personnages doivent se battre pour chaque parcelle de leur bonheur. Nous aimerions connaître votre avis sur la confrontation de Sarah avec les hommes de la vallée. Alors, laissez un commentaire ci-dessous. A-t-elle eu raison d'épargner Wade? Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines histoires de la frontière. D'ici là, gardez votre poudre au sec et vos feux allumés.